Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture 100% graphique. Vous savez que depuis quelques temps, je regroupe toutes mes lectures graphiques dans des points lecture dédiés, parce que je sais que ça n'intéresse pas tous les lecteurs. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour 6 lectures graphiques que j'ai réalisées entre cet été et début octobre. Voilà. Je lis en général un graphique par week-end. Il y a quelques exceptions puisque j'ai eu quelques lectures communes. Donc des titres qui m'ont accompagné un petit peu plus longtemps. Dans ce point lecture-ci, en plus pour les points lecture graphiques, contrairement aux romans, je ne les mets pas dans mon ordre de préférence, mais dans l'ordre dans lequel je les ai lus, tout simplement. C'est beaucoup plus facile pour moi pour les regrouper. Donc là, il y a 6 titres et probablement dans le prochain update graphique, il y en aura probablement également 6. Je verrai bien comment ça se goupille. En tout cas, là, aujourd'hui, 6 graphiques, du manga, de la bande dessinée, du comics, un petit peu de tout comme d'habitude. On est parti et je vais démarrer par vous parler de l'arc Golden Wing de JoJo Bizarre Adventure. Alors, j'ai mal fait mon travail, je ne sais plus s'il s'agit du 4e ou du 5e arc de JoJo. Ici, on suit un jeune garçon qui s'appelle Giorno et on va être en Italie. JoJo Bizarre Adventure, c'est une série qui est constituée de différents arcs. Vous avez tout à fait la possibilité de les lire un petit peu indépendamment. Il y a cependant un petit point commun qui arrive à partir, je crois, du 3e arc. C'est-à-dire que l'auteur a imaginé que pour certains êtres humains, ils développent des pouvoirs qui se matérialisent grâce à des stands. Donc les stands, c'est une espèce de projection, on va dire, mentale ou qui va se matérialiser physiquement et qui va avoir certaines capacités spécifiques d'équivalent de super-héros ou pas. Il y a parfois des pouvoirs qui sont assez originaux, d'autres assez classiques. Je sais pas, je vais arrêter le temps, rapetisser, grandir, maîtriser le métal. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de pouvoirs qui sont extrêmement originaux, parfois comme je disais un petit peu plus classiques. Et ici, dans cet arc-ci, on va être vraiment particulièrement en Italie, donc avec le personnage qu'on a ici et qui s'appelle Giorno, dans une ambiance un petit peu de mafia. Donc cet arc comporte 17 tomes et je les ai lus en lecture commune pendant tout l'été, si je me rappelle bien, avec Dorian à raison de 2 tomes par semaine. Alors le style de Hirohiko Araki, c'est un style qui est aisément reconnaissable et assez spécifique, avec des personnages finalement assez allongés, avec une allure parfois un peu dégingandée, voilà, un petit peu dans ce genre-là. Des personnages qui peuvent être parfois un petit peu également, oui, un petit peu efféminés par moments. Mais on a vraiment un style de dessin qui est vraiment très spécifique et vraiment reconnaissable au premier coup d'œil. Ici, moi, j'ai une vieille version de chez Tonkam. Vous ne pouvez plus trouver cette version-ci, mais une version beaucoup plus récente, toujours éditée chez Tonkam d'ailleurs, un Delcourt Tonkam. Mais en tout cas, celle-ci qui est celle que moi j'ai eue à leur première publication, qui date quand même de 2009. Vous ne pourrez plus la trouver, mais la série est toujours existante et c'est très bien. C'était une relecture. J'ai lu cette série à la publication, je crois, donc ça datait un peu. Mes souvenirs étaient quand même pas mal altérés. On va retrouver, un peu comme dans l'arc précédent, un groupe de personnages, parce qu'on va suivre Giorno, mais pas que, tout un tas de jeunes hommes et de jeunes femmes qui vont tourner autour de lui, qui vont se grouper. Donc c'est aussi une des forces de cet auteur, créer ce groupe de personnages auxquels on va s'attacher, des personnages qui sont très charismatiques, avec également des histoires personnelles plutôt intéressantes. On va voyager comme dans l'arc précédent, on va être quasi exclusivement en Italie. On va voyager un petit peu, mais on va revenir très vite en Italie. Donc ça, c'est aussi sympa parce que franchement, l'Italie dans les mangas, je ne l'ai pas vu tant que ça représenté. Point négatif pour moi, je trouve que on a quelques combats. Alors, on a beaucoup de combats dans la série JoJo's Bizarre Adventure. Cet arc ne fait pas exception. Par contre, le début de l'arc, les combats, je les trouvais très lisibles et vraiment très bien clairs, en tout cas assez clairs. Et je trouve que plus on avance dans le manga, et moins ils sont lisibles, et moins ils sont clairs, et plus ils sont fouillis. Donc ça m'a un petit peu gênée. Le méchant, finalement, de cette histoire, contrairement à l'arc précédent, à nouveau, il est... En tout cas, moi, j'ai trouvé pas dingue. La fin, je l'ai pas trouvé particulièrement intéressante, on va dire. Mais c'est un arc que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir. Donc le charisme des personnages.
On a toujours des stands qui sont avec des pouvoirs originaux. Je ne sais pas comment l'auteur peut faire pour avoir une telle imagination. On est quand même au 4e ou au 5e arc et on a toujours des pouvoirs originaux et vraiment spécifiques. L'auteur, il a aucune pitié avec ses personnages, hein, voilà. Il faut pas s'attendre à voilà, beaucoup de pitié, beaucoup d'empathie. Les personnages, ils morflent quand même vraiment beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le style graphique de l'auteur. Il est, comme je disais, il est plutôt original et peu commun, même dans l'univers du manga. On a également parfois des parties un peu d'enquête et de stratégie, puisque l'enjeu des combats de stand, c'est aussi de réussir à découvrir comment battre un personnage qui a un pouvoir parfois très fort ou très spécifique ou très original. Déjà réussir à déterminer quel est ce pouvoir et ensuite, une fois qu'on l'a déterminé, réussir à le battre avec son propre stand qui a lui-même ses propres capacités. Donc on a comme ça des affrontements qui sont vraiment assez originaux avec de la stratégie, des combats qui vont virer un petit peu en mode enquête par moment, puisque nos personnages ne savent pas finalement où est le stand, qui le maîtrise. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, puisque l'auteur, dans l'arc précédent, parfois ça allait super vite. Hein. Par tome, on avait 2, 3, parfois même 4 stands. Là, c'est pas forcément le cas. On va avoir parfois des tomes entiers, voire même parfois 2 tomes sur un seul stand. Donc on est vraiment avec parfois des enquêtes. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'avoir des adversaires un petit peu plus détaillés, un petit peu plus étoffés, même au niveau de l'enquête, puisque finalement l'enjeu, il est toujours comment vont-ils faire, vont-ils y arriver, comment vont-ils faire, voilà. Bref, vous l'avez compris, c'est un arc que j'ai beaucoup aimé, c'est une série de manière générale que j'aime beaucoup, et voilà, moi je peux que vous recommander de découvrir JoJo's Bizarre Adventure, et voilà, avec Dorian, on se lira l'arc suivant, je sais pas trop quand, mais probablement en 2024. Ensuite, je suis passée dans l'univers du comics avec un titre qui m'intéressait vraiment depuis très longtemps. J'ai donc lu Spider-Man bleu de Loeb et Sale. Alors moi, c'est des rééditions qui avaient été disponibles chez Marvel à 5,99 €. Je sais plus si c'était ceux de Carrefour ou qu'on... Non, je crois pas. Je crois que ceux-là, on les avait en librairie. Hop là, donc voilà, il y a... Hop là, toutes ces différents comics-là qui composent l'intégralité de l'arc Spider-Man bleu. Ça a vraiment été une très bonne lecture. Voilà, bleu. J'ai vraiment beaucoup aimé ce comics. Alors, vous allez le voir au niveau du style graphique, je trouve qu'on a une patte et une touche assez vintage au niveau du dessin. Pas forcément au niveau des dialogues, puisque dans les comics vintage, si vous avez l'occasion d'en feuilleter, vous pourrez constater qu'il y a parfois beaucoup de bulles. Ici, c'est pas tant le cas. Mais en tout cas, au niveau du dessin, moi, j'ai vraiment eu une grosse vibes vintage. L'impression de redécouvrir un comics classique, notamment au niveau même, dans le style du dessin, mais également dans le découpage, avec vraiment voilà, des planches vraiment très carrées. On n'a pas beaucoup de choses qui sortent des planches, même au niveau des combats, alors que c'est vrai que dans les comics plus récents, les planches sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus variées. Là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra classique, même au niveau des couleurs. Bref. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Une ambiance assez vintage. Pareil, une narration assez nostalgique finalement parce que Spider-Man, il va raconter l'origine d'un événement qui est vraiment tragique et qui est également central hein, dans l'univers de Spider-Man, malgré toutes les histoires qui ont existé. Cet événement-là, hein, dont Spider-Man va raconter un peu l'origine, ce qui s'est passé avant cet événement. Événement qu'on ne verra pas d'ailleurs, hein, c'est vrai que c'est un peu curieux, on va avoir tout l'avant jusqu'à cet événement, mais finalement cet événement-là, on ne le verra pas. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc on a vraiment cette ambiance un peu nostalgique puisque Spider-Man, Peter Parker se rappelle les événements avant cet événement tragique. Et du coup, une ambiance vraiment assez douce, un peu douce amère. On retrouve également plusieurs méchants, donc c'était plutôt cool. Ce que j'aime bien dans ces éditions-là, c'est qu'on a, voilà, hop là, une petite introduction qui recontextualise un petit peu l'origine de ce comics, comment en est venue l'idée, comment est-ce qu'il est apparu. Et puis, il nous présente également Jeff Loeb, le scénariste, et Tim Sale, le dessinateur. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'aime bien parce que je lis des comics, mais même si je m'y intéresse un petit peu, je suis vraiment pas une experte et j'aime bien quand même avoir un petit peu de contexte parce que se lancer dans les comics, c'est pas toujours évident. Et vraiment, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir
vraiment à la lecture de ce titre. Il y a un autre que je vais vous présenter après que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai apprécié aussi puisqu'à la fin, on a des lectures possibles. Je trouve ça aussi plutôt cool, donc voilà, pour les gens comme moi qui en lisent ponctuellement mais qui sont pas forcément... voilà, j'ai pas forcément envie de me lancer dans des lectures kiosques quotidiennes, mais dans des choses comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai trouvé ça très sympathique, j'ai passé un très bon moment. Je suis pas sûre que ça sera inoubliable quand même, malgré tout. C'est pas un titre... Voilà, je l'ai lu il y a un petit moment, j'en ai quelques souvenirs. Je suis pas certaine que ça sera inoubliable parce que malgré tout, ce qui est raconté ici, c'est des événements que je connais. Donc voilà. Mais je trouve que notamment celui-ci, c'est une bonne porte d'entrée si vous voulez découvrir les comics et l'univers de Spider-Man. Bref, moi je vous le recommande. Alors je sais pas si cette version-là est toujours dispo, mais je pense que le Spider-Man bleu, il doit exister dans d'autres versions, très probablement. Ensuite, on va passer à autre chose. On va passer à de la bande dessinée avec un titre que vous avez vu passer, je pense, il y a quelques années. Il tournait quand même pas mal sur les réseaux. J'ai beaucoup aimé ma couturière. Ma lecture, c'est donc Le Prince et la couturière de Jen Wang. C'est publié aux éditions Aquileos. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici, on va faire la rencontre de Sébastien. C'est un prince qui, voilà, qui doit trouver épouse et qui doit, qui doit se marier. Cependant, Sébastien, il n'est pas très empressé de se marier. Il n'a pas très envie de trouver une épouse et de se marier. Et puis, il a, pourrait-on dire, une identité secrète, puisque la nuit, il aime s'habiller en femme et naviguer dans le monde du spectacle parisien. Voilà, et il va faire la rencontre d'une jeune demoiselle qui est ici, qui est donc une couturière et il va donc s'attacher ses services, puisqu'elle va découvrir son secret. Voilà, alors j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice nous raconte tout ça. Déjà, le dessin, au début, je le trouvais assez simple et j'avais peur d'être un petit peu gênée par rapport à ça, puisque on a des planches qui sont assez sobres au niveau des couleurs, on a parfois peu de fond, on n'a pas de trame, on a vraiment un dessin, même au niveau des visages, parfois avec des choses assez enfantines au niveau des formes de visage. Mais j'ai trouvé que ça collait vraiment très bien à l'histoire. J'ai trouvé que finalement, c'était bien choisi. J'ai bien aimé le découpage aussi, puisqu'on a pas mal de planches qui sont parfois sans bulles. Voilà, mais c'est pas parce que vous n'avez pas de bulles qu'il n'y a pas d'émotion qui se dégage de certaines planches. Voilà, on a un découpage. Alors, à l'inverse, tout à l'heure de Spider-Man très carré, là, pas du tout. Hein. Vous voyez, il y a parfois pas de planches, on a des bulles qui traversent, etc. Donc, on a un découpage que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'histoire, elle était très touchante. Je me suis vraiment attachée au personnage, donc que ce soit la couturière ou le prince, voilà, qui veut simplement pouvoir, voilà, exprimer ce qu'il est. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a beaucoup de beaux messages dans cette bande dessinée. Petit bémol sur la fin que j'ai trouvé peut-être un petit peu facile, mais il n'empêche que les bonnes vibes qui se dégagent de cette bande dessinée, elles sont vraiment là. C'est une très jolie petite parenthèse et petite bulle de douceur, d'amour, de bienveillance. Et voilà, je dirais que j'ai terminé cette bande dessinée avec un immense sourire sur le visage. Et ne serait-ce que pour ça, et voilà, c'est une très belle réussite. Bref, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Et franchement, je ne peux que vous la recommander. On va retourner dans l'univers du comics, puisque je vous disais tout à l'heure que j'ai lu Spider-Man bleu et j'ai enchaîné, pourrait-on dire, avec Daredevil jaune. Toujours dans la même collection, hein, toujours publié chez Marvel. Et ici, on va faire la rencontre de Matt Murdock, qui est donc un jeune avocat le jour et qui devient Daredevil la nuit. La particularité de Matt Murdock, c'est qu'il est aveugle, ce qui lui assure un petit peu la tranquillité pour son identité secrète, mais le fait d'être aveugle lui a également permis, pourrait-on dire, de développer d'autres capacités qu'il utilise lorsqu'il est Daredevil. Alors moi, j'ai très peu de connaissances de l'univers de Daredevil, si ce n'est le fameux film avec, je sais plus comment s'appelle ce comédien, mais bref, en tout cas, un film des années 2000, je crois, dans lequel on croise également Elektra, un film que je trouve général, que j'ai trouvé quand je l'ai vu, et même encore plusieurs années après, pas très réussi, voilà. Donc mes connaissances se limitent à ça. Je crois qu'il y a une série télé, mais je ne l'ai pas vue. Donc j'ai des connaissances très limitées de cet univers.
J'ai beaucoup aimé vraiment ce comics également parce que je l'ai presque ressenti comme une origin story du personnage de Daredevil. Donc moi, étant complètement novice, c'était très très agréable à lire et à découvrir puisque l'auteur nous présente comment Matt Murdock est devenu ce fameux personnage de Daredevil, mais également les personnages qui tournent autour, qui sont liés à son univers et qu'on retrouve, je suppose, dans d'autres histoires. J'ai beaucoup aimé également le dessin. Je trouve qu'on a un dessin assez sombre, assez dur par moments. À nouveau, on a un petit peu, je trouve, ce même sentiment que j'ai eu dans le Spider-Man. C'est bien finalement que je présente les deux en même temps. Une ambiance un petit peu nostalgique où Matt Murdock voilà, va se remémorer son passé. Et puis parfois, il va se demander si les choix qu'il a faits étaient les bons, s'il avait fait un autre choix, l'orientation de sa vie ou la vie d'autres personnages aurait pu être différente. Donc j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un peu comme le Spider-Man. On est en point de vue interne tout le temps. Voilà. Et voilà, donc voilà, globalement ça a été également une très chouette lecture, j'ai passé un très très bon moment. Un petit peu comme le Spider-Man, on a à nouveau la contextualisation au début que j'ai beaucoup appréciée. Et on a également quelques lectures proposées si on veut retrouver le personnage dans d'autres titres, c'est quelque chose que j'aime bien. Juste petit bémol sur la fin, que j'ai trouvé peut-être un peu expéditive, un petit peu rapide. Mais je suis très contente d'avoir découvert ce titre et ouais, ça m'a donné envie, pourquoi pas, de lire du Daredevil dans d'autres titres. C'est vrai que c'est un personnage que je trouve intéressant et voilà. Bref, vous l'avez compris, c'était très cool. Ce Daredevil jaune, je sais pas, comme Spider-Man, si vous pouvez retrouver cette version-là spécifique, mais je suis certaine que le Daredevil jaune, il est accessible dans d'autres éditions. Ensuite, on va repartir dans un titre de lecture commune. Je vous présente uniquement le tome 6 de City Hunter, alias Nicky Larson de Tsukasa Ojo. Ce sont les intégrales publiées chez Panini. Je lis cette série donc en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric. Je vais pas forcément m'appesantir beaucoup puisque j'ai dû vous parler, je crois, des 5 premiers tomes dans un point lecture graphique précédent. Mon avis n'a pas changé sur cette série. C'est vraiment une lecture doudou, une lecture cocooning pour moi puisque ici, alors si jamais vous ne connaissez pas, City Hunter, c'est Ryo Saeba, le jeune homme que vous avez ici. Il est détective privé, oui, détective privé. Et vous pouvez l'embaucher si sur le quartier, dans la gare de Shibuya, je crois, je sais plus. En tout cas, dans une des gares de Tokyo, vous mettez sur le mur le panneau des messages XYZ. Et puis, eh bien, l'assistante de Ryo, Laura, va vous recontacter. Et pourquoi pas vous proposer un contrat avec Ryo Saeba. Si vous êtes une très très belle jeune femme, il y a de fortes chances que vous soyez retenue. Et donc, tout City Hunter, c'est les enquêtes de Ryo en lien très très souvent avec tout un tas de très très belles jeunes femmes. Donc, on est sur un schéma qui est assez identique, qu'on peut trouver répétitif, puisqu'on a une jeune femme, une enquête, Ryo va intervenir et voilà, et on va mener l'enquête avec lui. Souvent, ces jeunes femmes sont parfois menacées, même menacées de mort. Il doit les protéger et souvent, généralement, il y a une enquête autour de ça. Pourquoi, comment, que s'est-il passé? Et donc, ben voilà, Ryo va généralement, désolée, j'espère que je ne vais pas trop vous spoiler, mais vous devez bien vous en douter, trouver la solution et réussir à sauver les jeunes femmes qui sont souvent en détresse. Donc, comme je vous disais, schéma identique quasiment à chaque fois au tome précédent. Par contre, dans ce tome-ci, on a des personnages secondaires qui arrivent et qu'on va probablement retrouver. On a notamment, hop, en français, Mammouth Umibozu. On a Kaori, si je me rappelle bien, qui est donc une jeune femme. Non, c'est pas Kaori. Kaori, c'est l'assistante de Nikki. On a Reiko, qui est donc une policière qui côtoyait l'ancien associé de Nikki. Donc voilà, qu'on va aussi retrouver là et retrouver dans d'autres histoires. Au fur et à mesure bien, de l'avancée des tomes. Voilà, donc ces personnages qui amènent une petite originalité et des petites variantes au niveau des histoires. On a aussi des histoires qui se déroulent dans plein d'univers différents. La mode, le cinéma, la musique, le sport, la bijouterie, la photographie, enfin voilà, on a vraiment plein d'univers différents qui sont proposés ici.
Comme vous voyez, on a des planches. Hop là, non, pas celle-ci. Voilà, hop là, on a des planches qui sont assez riches et assez chargées, pourrait-on trouver, mais ça passe très bien. Voilà, donc pour moi, c'est toujours super agréable à lire. Par contre, je connais très très bien l'animé. Et l'animé est extrêmement fidèle au manga, donc j'ai pas beaucoup de surprises quand je lis cette histoire. On est vraiment plus sur une lecture un petit peu doudou, un petit peu, oui, un peu feel good, un peu, voilà, ça me rappelle mon enfance et mon adolescence. Je trouve, j'aime beaucoup le personnage de Ryo Saeba. Je trouve que l'auteur, il l'a vraiment bien fait évoluer au cours des années. Les planches sont absolument magnifiques. Je trouve, moi, que les planches sont vraiment superbes. Attention cependant, il y a beaucoup d'allusions en dessous de la ceinture. Ça peut parfois être un petit peu agaçant au bout d'un moment. Les blagues qui tournent autour de ça sont parfois un petit peu répétitives et fatigantes. Mais c'est vrai qu'avec Dorian, là, on lit un tome ponctuellement. Donc, je pense que si on les lit d'affilée, ça doit être un peu lassant. Là, nous, on en a lu un par mois. Et le prochain, on le lira probablement également en 2024. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas ce sentiment de lassitude. Au contraire, je suis contente de retourner dans l'univers de City Hunter. Et voilà, moi, je peux que vous recommander de découvrir City Hunter, que ça soit sous sa forme animée ou sa forme de manga. Moi, je prends en tout cas beaucoup de plaisir. Et on va terminer par un manga. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu sur ma chaîne, je pense, des nouvelles de Lovecraft illustrées par Gutanabe. Donc là, moi, j'ai lu courant octobre Le Molosse. C'est donc publié dans ces sublimes éditions de chez Kiyun. Ici, c'est un recueil de nouvelles. On va avoir 3 nouvelles. Le Temple, que j'ai bien aimé, même si c'est pas ma préférée, parce que ici on va être dans un univers de sous-marins. C'était plutôt original. C'est vrai que moi j'aime bien les histoires de sous-marins, ça c'est un goût personnel. On a ensuite le Molosse, donc la nouvelle qui donne son titre au recueil. Dans cette nouvelle-ci, on va avoir l'apparition du Necronomicon, hein, qui est donc un ouvrage qu'on retrouve souvent dans plein de nouvelles de Lovecraft. On est dans une nouvelle où on va être finalement dans une thématique assez classique. Hein, on va être à la lisière entre la réalité et la folie, ce petit moment de bascule. Et puis le dessin, voilà, qui est toujours aussi formidable. Et dernière nouvelle qui va s'intituler La Cité sans nom, où là, pour le coup, on va également retrouver une grande thématique de Lovecraft qui est les grands anciens. Les 3 nouvelles abordent, je trouve, des thématiques qui sont assez classiques et récurrentes chez Lovecraft. Donc, on va avoir donc, le Necronomicon, les grands anciens, ce moment, comme je disais, où on est à la lisière entre la folie, l'horreur, la réalité, on ne sait pas trop où on est. Voilà, honnêtement, c'était un bon moment de lecture pour moi. J'ai pris plaisir à découvrir ces nouvelles. Alors la nouvelle Le Temple, qui est celle qui se déroule dans le sous-marin, même si moi à titre personnel j'ai bien aimé parce que c'est une thématique que j'aime bien, je trouve qu'elle est un petit peu en dessous au niveau du dessin. Alors je crois qu'elle a été il n'y a pas, si voilà, alors non, elle a été écrite par Lovecraft en 1920, mais il n'y a pas la date de publication. Je suis quasiment persuadée que Gutanabe l'a faite avant les autres œuvres. Je trouve qu'au niveau du style du dessin, on voit qu'elle est un petit peu plus ancienne. Donc, voilà. Sinon, les 2 autres, on est dans les vibes de ce qu'il a fait précédemment hein, pour les autres recueils de nouvelles de Lovecraft. Toujours la même qualité de dessin, la même gestion des noirs et des blancs. Toujours cette ambiance assez noire, assez sombre qui colle super bien au texte. Vraiment, ça c'est une récurrence dans ces adaptations. Je trouve que les nouvelles sont peut-être un peu courtes. Donc, je suis pas certaine qu'elles me marqueront. Mais ce recueil m'a fait passer un très bon moment. Et voilà, et moi forcément, je vais continuer de découvrir les textes de Lovecraft illustrés par Gutanabe. Je crois que j'ai encore 1 ou 2 titres dans ma pile à lire. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir découvert. Et ben, moi, forcément, je ne peux que vous recommander cette collection que je trouve de très grande qualité. Même si ce n'est pas mon préféré, vous l'avez compris. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous aussi, vous avez lu
pendant cette fin d'année ou depuis la rentrée des titres graphiques? Et si oui, lesquels avez-vous lu et lesquels pouvez-vous me recommander? Vous savez que je lis très régulièrement des graphiques, donc je suis toujours enchantée de pouvoir en découvrir de nouveaux. Merci à ceux qui pensent à mettre un commentaire, à mettre ne serait-ce que parfois juste un petit smiley s'ils n'ont pas forcément quelque chose à dire. Grand merci à vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me suivre également sur Instagram, mon lien est en barre d'informations. Je vous remercie donc de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!